Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval, je suis à Transfert pour un nouvel épisode d'ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Bernard Grosgeorges, que j'aime à appeler l'Alexandrie du sport. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune étudiant, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas tout ça, et on avait quelques rares DVD ramenés du monde entier, et on avait une base de données qu'on s'échangeait entre étudiants à l'INSEP, dont 90% des vidéos et des diaporamas venaient de cet homme, ci à ma droite, que je reçois avec beaucoup de plaisir, comme la dernière fois. Merci Bernard. Merci à toi Aurélien. Et on va parler d'agilité aujourd'hui, une de ses grandes spécialités. D'ailleurs, il a écrit un livre qu'on présentera en fin d'épisode sur le sujet, avec Stevie Farsi. Donc l'agilité, grande qualité des sports collectifs. Oui, tout à fait, mais la définition pose problème. Parce qu'en fait, on a défini agilité en étant parti de la notion de vitesse multidirectionnelle. Oui, c'est vrai. On l'a abandonné, mais je pense que c'est un peu dommageable. Parce que c'était plus parlant qu'agilité. Vitesse multidirectionnelle, ça veut dire que dans certains sports, notamment des sports d'opposition, ce qui fait la richesse de jeu, c'est la capacité à changer de direction au bon moment, dans la bonne intensité, ou avec beaucoup d'accros ou pas d'accros, avec de la fluidité ou pas. Donc multidirectionnel parlait très bien. Donc on est passé au terme d'agilité qui a été inspiré de la notion d'habileté ouverte et fermée. Donc on a basculé sur deux notions d'agilité. C'est une dans un environnement, on va dire, standardisé. On sait ce qu'on va faire, on sait d'où on part, on sait où on va. Et si on y va le plus rapidement possible ou en faisant le moins d'erreurs possible, c'est de l'agilité planifiée parce qu'on peut planifier, grosso modo, ce qu'on est amené à faire. Mmh. Donc c'est une extension de la notion d'habileté fermée. La deuxième volet, c'est on est dans un environnement qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément à quel moment on va partir, on ne sait pas forcément à quel moment on va arriver et par quel chemin. Mmh. Donc là, ça nous renvoie à une notion d'habileté ouverte. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est que aujourd'hui, j'en ai pas parlé à l'époque dans l'ouvrage dont tu faisais allusion. Donc aujourd'hui, on raisonnerait plutôt sur un continuum. C'est-à-dire que même les habiletés qui va de fermé à ouvert et d'ouvert à fermé. Il y a toujours une composante d'incertitude de la réponse, on va dire, dans le cas où c'est une habileté fermée, et a fortiori dans les habiletés ouvertes. Et par exemple, alors, on peut trouver des exemples. On veut améliorer le plaquage au rugby. Bon, on peut dire il plaquera mieux s'il est bien gainé, il a un niveau de puissance de haut du corps pour être capable de résistance pour ne pas se faire enfoncer. On peut voir le plaquage comme ça. On peut aussi voir le plaquage comme étant quelque chose qui correspond à un rythme d'engagement, etc., un point de contact à rechercher, donc on est déjà dans quelque chose de plus fin. Et on peut aussi être sur la qualité de transport d'appui en amont du plaquage, et là on va être dans une façon de trouver le bon ajustement des appuis, etc. Donc on va être sur une dimension plutôt percevoir la distance qui te sépare du point d'impact, etc. Et là, on est dans autre chose. On va être dans une autre dimension. On peut être dans la dimension de côté force ou puissance, dans la précision du contact ou dans l'anticipation du point de coïncidence entre le joueur et le joueur qui défend et l'adversaire qui attaque. Donc, et une fois qu'on a défini ça, on peut dire pour travailler le plaquage, on peut le regarder dans son côté complètement ou essentiellement fermée ou dans sa composante plutôt ouverte. Par exemple, si on prend un autre exemple sur je continue sur le rugby parce que c'est vraiment intéressant. Évidemment, prenons l'exemple de la mêlée. Dans la mêlée, il faut être capable de donner collectivement un impact très fort, une force
convergente de la masse des gens qui contribuent, qui soient synchronisés, etc. etc. Bon, ça, c'est évident. Mais on s'est rendu compte avec des machines 1000 pattes, ils appellent ça le 1000 pattes de Marcoussis, ou un robot qui a été créé à Clermont-Ferrand, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans la mêlée de rugby, on ne fait pas qu'avancer. On peut reculer, on change les appuis, et on n'est pas toujours dans le même axe. Donc on se rend compte que ce qui pourrait être assimilé à un effort un peu bœuf, entre guillemets, est plus fin. La finesse se trouve dans les changements d'appui. C'est-à-dire que c'est quand vous changez, un joueur, mais c'est vrai aussi collectivement, quand vous changez d'appui, il y a des ruptures de l'engagement de la puissance qui sont très, très mal ajustées ou trop importantes, là on se rend compte que on est à côté, quoi. Donc, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça fait apparaître une dimension de contrôle moteur qui est très forte. Pour être très performant dans la mêlée, il faut avoir une force excentrique importante et contrôlée en même temps pour assurer la convergence des efforts engagés. Qualité de levier donc, et d'orientation de force. Donc on peut présenter ça comme quelque chose qui pourrait faire appel à de la force, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que dans la force, et là on retrouve des trucs écrits par Bosch, dans la force, c'est un très haut niveau de coordination qui est demandé. Plus on va monter dans la force engagée, plus le niveau de coordination va être élevé. Donc là, on est dans l'agilité. On ne peut plus dire ouverte ou fermée, on ne peut plus dire planifiée ou réactive. Non, on est dans quelque chose de plus total. Tout est là. Et qui fait appel à plus je monte dans la force, plus elle doit être contrôlée. Et alors pour les enseignants d'éducation physique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dès que c'est contrôlé, ils disent « il n'y a plus besoin puisqu'on contrôle ». Non, on contrôle à un certain niveau de force. Mais quand le niveau de force augmente, il faut contrôler encore plus. Donc ça, là, un petit peu comment on peut regarder l'agilité aujourd'hui. Alors, je vais revenir un petit peu sur les tests. Parce que les tests, ils sont quand même inscrits sur la notion de planifié ou réactif. Alors, on s'est rendu compte d'abord, avant les tests, peut-être quelque chose sur quand on s'entraîne d'une façon linéaire, par exemple, je veux faire des progrès en entraînement linéaire, je fais des 5 mètres, des 10 mètres, des 15 mètres, avec les temps de repos et le bon paquet de mise en forme. Je vais faire des progrès en linéaire, c'est clair. Il vaut mieux, si c'est bien conçu, on peut penser. Ou alors, c'est la durée qui est... Parce que faire des gains de vitesse, c'est plus lent que faire des gains de CMJ. Bon, on va y arriver. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, si on s'entraîne en ligne droite, on fait des progrès en ligne droite. Et quand on s'entraîne en ligne droite et qu'on teste les gens en vitesse multidirectionnelle, aucun impact ou quasiment aucun impact. Et inversement, c'est-à-dire que si je m'entraîne en vitesse multidirectionnelle, je vais avoir très peu ou pas d'impact en vitesse linéaire. Donc alors les gens disent oui, c'est une qualité indépendante, autonome, la capacité à gérer du multidirectionnel, c'est une qualité qui est vraiment différente de la vitesse linéaire, c'est vraiment différent. Donc là, on touche quelque chose. Si je m'entraîne en ligne droite, je ne vais pas progresser en multidirectionnel. Donc, en sport co, c'est... Alors, bon, je pousse le bouchon un peu loin parce que on peut toujours dire, ouais, il vaut quand même mieux. C'est qu'il ne faut pas faire l'avocat du diable non plus. Il vaut mieux avoir une bonne vitesse linéaire. Mais si j'entraîne trop ma vitesse linéaire et pas ma vitesse multidirectionnelle, les gains seront zéro. Donc, il va y avoir une sorte de continuité pour passer de l'un à l'autre, voire un dosage pas trop important dans l'aspect non spécifique, on va dire, pour aller vers quelque chose de plus important dans la dimension spécifique. Et voilà comment on peut imaginer un peu. C'est clairement une des clés du transfert sur le terrain. Si on ne se pose pas ces questions-là et qu'on raisonne de manière cloisonnée et isolée. Alors, il y a 20 ou 30 ans, les gens raisonnaient, les biomécaniciens de l'INSEP disaient si tu fais du gain de vitesse, tu joueras mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, on déconstruit un peu. L'inverse est vrai. C'est-à-dire, si je m'entraîne jamais à la vitesse du match, il y aura des gains qui seront très réduits. Très réduits. Donc, il faut trouver des formules. À certains moments, pour certains, on va dire, il faut s'éloigner de la spécificité. Et pour d'autres, il faut redoubler. Donc, et comment on peut arriver à s'y retrouver là-dedans ? On peut faire plusieurs tests.
le test linéaire et le test non linéaire, que font dans tous les sports qu'on fait ça. On fait 2 tests, hein. Un linéaire, un non linéaire. C'est bien identifié. Ça. Et on fait, parce qu'on peut voir les décalages. Mais pendant longtemps, je me dis, mais on mesure presque la même chose. Non, non, globalement, on mesure la même chose. Mais individuellement, non. Vous avez des sujets, des joueurs, qui sont plutôt à forte composante linéaire et à très faible composante, très faible qualité qui s'exprime dans la multidirection. Donc, on peut dire, tiens, c'est bizarre. On pourrait s'attendre à, c'est ce qu'avait fait Jacques Kièvre avec Christian Miller, avec l'équipe qui préparait le mondial 2003 de rugby. Ils avaient fait des profils. Compte tenu de sa vitesse, il devrait être là en agilité, planifié. Et inversement, compte tenu de sa vitesse en agilité planifiée, il devrait être là en linéaire. On peut voir à ce moment-là ce qu'il faut privilégier comme type de travail. Donc c'est intéressant. Et après, il creusait un peu plus loin, en fait, en disant, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la force. La relation entre force et agilité. Mmh. Et ils peuvent dire, bon, même ou force ou linéaire, ce qui va handicaper le niveau peut-être de vitesse linéaire, ça peut être un manque de force, ou ça peut être le cas pour ce qui concerne l'agilité. On va voir l'impact de la force engagée, la force disponible maximale, même à l'époque c'était maximal ou sur 5 RM, enfin c'est pas maximal mais pas loin, on peut en déduire assez facilement le prolongement. Hein, et on pouvait se faire une idée de, est-ce que, grosso modo, le joueur il était dans une performance qui correspondait à ce qu'on attendait de lui. Donc là, ça donne déjà pas mal de pistes sur la façon de cibler l'entraînement musculaire. Donc clairement, l'agilité est à une intersection entre la force et la vitesse, comme on pouvait s'en douter, et avec ce continuum entre, encore une fois, la capacité à changer de direction rapidement et, à un moment donné, quand même, la nécessité d'améliorer ses qualités athlétiques absolues, si je résume un peu. Oui, bien sûr. Alors là, moi j'ai fait un peu de littérature là, pour... En fait, grosso modo, si vous augmentez votre niveau de force, vous allez mieux gérer vos changements de direction. Alors force, ça peut être niveau de force maximale, mais ça aussi la force de gainage. Vous allez améliorer, c'est clair. Alors surtout, même pour le gainage, jusqu'à un certain niveau, mais le gainage va être un élément fort de la capacité à changer de direction. Mais le travail pliométrique aussi. C'est-à-dire que le travail pliométrique, alors ça a été fait par plein d'auteurs, c'est-à-dire que, je veux dire, allez, personne n'a trouvé de résultats contradictoires. C'est-à-dire que si vous faites des gains dans la capacité à rebondir, vous serez plus agile en termes d'agilité planifiée. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc, on est assez sûr de ça. Et on est même... Alors, il y a même des façons d'explorer qui me paraissent... Keiner, par exemple, il a fait ça avec des centres de formation de football, et il raisonnait sur les charges proposées en termes de force relative, donc référé au poids de corps. Parce qu'on trouve toujours des pourcentages de max. Non, non, il faut référer au poids de corps. Parce qu'on peut intégrer le rapport à l'âge assez facilement. C'est-à-dire qu'avec des jeunes, on va mettre 0,3, 0,4 dixième de poids de corps. Avec des ados de 18 ans, on pourra mettre une fois le poids de corps, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, que quand on raisonnait par rapport au pourcentage de poids de corps, toutes les tranches d'âge qui faisaient de la musculation faisaient des gains d'agilité planifiés. Alors il a mesuré ça sur des angles qui étaient très fermés. Parce que dans les angles très fermés, il y a un fort freinage. Donc il y a un travail excentrique, et il faut relancer la machine, donc il faut relancer la machine en réinjectant beaucoup de force. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans d'autres changements de direction qui sont plus fluides. C'est-à-dire que quand vous avez un changement de direction et vous voyez bien, il est à faire dans 10 mètres, jusqu'à 5 mètres du point de changement de direction, on ne change rien ou pas grand-chose. Et le changement de direction se fait dans les 5 derniers mètres, dans la façon de gérer vos appuis. Donc, soit en sortant grosso modo, en sortant les appuis de la trajectoire initiale. Alors, il y a 2 technicités pour changer ces appuis, le déroulement des appuis par rapport à la trajectoire qu'on a. Si je veux aller vers la droite,
je peux m'y prendre d'une façon un peu brusque, on va dire. Je vais déporter un peu mon appui extérieur. Donc je fais un step, les Américains disent step out. Je mets le pas de côté et je vais engager ma liane, comme diraient certains, la jambe liane, celle qui va épouser, tâter le sol ailleurs, et je m'accroche sur la jambe du step out. On peut faire comme ça. Ça, c'est plutôt assez brusque. Mais on peut aussi faire d'une façon plus huilée, on va dire. Je ne vais pas sortir ma jambe extérieure, mais je vais faire un crossover. Je vais croiser ma jambe, l'autre jambe, je vais la croiser pour m'appuyer et je vais pouvoir reprendre appui après avec un léger déport de la jambe extérieure. Donc je vais même croiser très fort. C'est-à-dire si j'ai un changement à faire à 180 degrés, je vais croiser très fort ma jambe qui était de l'autre côté, du côté où je vais vouloir aller finalement. Donc il y a deux façons de faire. Voire même, on peut les combiner un petit peu. Le step out et le crossover. Voilà. Alors, et on peut les combiner un peu. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu de crossover et un peu de step out. Et alors là, il ne faut pas trop en parler aux joueurs. Moi, un jour, j'ai fait une conférence à Charenton. J'ai essayé d'expliquer ça. C'était une pagaille innommable. Parce qu'en fait, ils avaient leur façon de faire. Ils avaient plutôt automatisé. Et moi, je leur ai expliqué. J'ai pensé, mais pourquoi on ne m'a jamais dit ça? J'aurais été meilleur joueur si on m'avait dit ça. Non, c'est faux. En fait, il y a un repère qui est très important. C'est la gestion du point crucial de changement de direction qui peut être un joueur. Hein. C'est un joueur en général. On tourne autour d'un écran ou on cherche à prendre un angle de direction pour être libre de son adversaire, etc. Et en fait, ce qui compte, c'est l'évolution du rapport à ce point crucial. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et là ça nous renvoie au modèle écologique, sur la façon de gérer le rapport à l'espace et de comprendre à quelle vitesse j'avance, et la vitesse à laquelle j'avance me permet de déduire l'évolution de la distance par rapport au point recherché. Et les joueurs très, très faibles dans le changement de direction, mais ils n'arrivent pas à modifier d'assez loin l'amplitude de la foulée. C'est un peu comme dans les exercices de course de haie, si tu veux. Il y en a qui arrivent très vite à trouver l'endroit où il faut poser les pieds, mais 5-6 mètres avant un petit exercice de passage de haie, et d'autres qui vont piétiner par la fatigue. On trouve ça dans le 400 haies, dans les dernières haies. Ils piétinent, mais pas trop planifié pour éviter l'obstacle, mais ils subissent l'obstacle. Donc en fait, ceux qui subissent, qui n'arrivent pas à engager un appui au-delà de la zone cible, où il faut changer de direction, ils vont être obligés de piétiner. Et s'ils vont piétiner, alors souvent on dit ouais, il faut piétiner. Oui, on piétine quand on n'a pas d'autre solution, je pense. Ou quand c'est hyper serré, mais on ne piétine pas n'importe comment, on croise énormément les appuis et on n'est pas sur le pied à plat, on est sur l'avant-pied avec grosso modo les pieds orientés vers la nouvelle direction. Donc il faut ne pas piétiner, je pense, et beaucoup croiser si besoin, mais il faut surtout apprécier assez vite, d'une façon, on va dire, non apprise. C'est quelque chose qu'on a en nous, ça, c'est pas appris. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont spontanément cette capacité à gérer le point recherché sans détruire trop la course et à garder de l'amplitude. Parce qu'en gardant de l'amplitude, vous allez pouvoir poser les pieds comme vous le voulez. Alors, ok, notion de qualité, de qualité d'exécution et d'engagement qualitatif dans la tâche, ça c'est très clair. Maintenant, tu parles beaucoup d'agilité planifiée. Est-ce que tu as des billes à nous donner sur justement la planification, la programmation de cette qualité hyper complexe? Alors, oui, il y a 2-3 choses. Je pense que la première chose, on va le trouver dans le renforcement musculaire. On en a déjà parlé un peu, mais alors ça, c'est OK. C'est-à-dire que plus je suis puissant, on va retrouver une autre notion qui est indispensable. Hein, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la valeur du joueur. Donc, si je suis puissant, je vais pouvoir mieux gérer un peu tout ça.
Si je gère mieux l'approche, la relation à l'espace, alors comment on va améliorer la relation à l'espace, même dans le cadre de l'agilité planifiée? Eh bien, il faut proposer des circuits extrêmement variés. Extrêmement variés. Ils seront quand même planifiés parce qu'on sait d'où on part, on sait par où on passe et on sait où on va. Mais on peut avoir des obstacles variés, on peut avoir des sauts intercalés à différentes hauteurs, on peut avoir des sols de différentes duretés et on va gérer ça. C'est-à-dire que c'est à partir des sols variables et des angles de changement de direction variables qu'on va développer cette aptitude à combiner quelque chose qui n'est pas appris, qui n'est pas appris par la répétition. C'est-à-dire que plus on va varier, plus on va donner de la flexibilité à la réponse motrice. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que parce qu'en match, on ne sait jamais à 10 cm près, on ne sait jamais. Si elle joue à 10 cm, prendre l'avantage ou pas, c'est à 10 cm. Moi, j'ai des photos. Si vous arrivez à engager un petit peu un avant-bras, vous arrivez à engager une épaule, ça va être très facile, c'est joué. Donc les 10 cm vont se trouver là. Alors je voudrais revenir un petit peu sur, sur l'aspect réactif, agilité réactif, voire active. Parce que moi, j'ai développé cette notion-là qui n'existait pas. Et ça, je me suis... Alors, pour réactif, c'est simple. Les Australiens se sont rendus compte, en fait, qu'on pouvait être très fort dans l'agilité planifiée, mais pas forcément très fort dans l'agilité réactive. Alors, c'est quoi? Il y a un signal lumineux qui apparaît, etc. Et on doit aller plutôt à gauche, à droite. Et on se rend compte que les plus forts en agilité planifiée, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, déjà. C'est pas le top élite des joueurs, c'est des bons joueurs, hein, mais c'est pas l'élite. Et les meilleurs en agilité réactive, à un signal lumineux, voire sonore, c'est les meilleurs joueurs, là, il n'y a pas photo. Alors qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, dans les travaux australiens, ils mettent, mettons, pour un test en Y, je vais là ou là, ils ont testé, grosso modo, 1 seconde 6 pour le protocole qui fait 7-8 mètres, quoi. Et après, avec la lumière qui s'allume très tôt après le départ, mais pas au moment de choix de direction, c'est calculé à 3 ou 4 mètres, je crois. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le temps devenait 1,6, il passait à 2 secondes, grosso modo. Mais il passait à moins de 2 secondes pour les experts, et il passait à beaucoup plus de 2 secondes pour les moins élites, on va dire, les joueurs un peu moins forts. Donc, il y a un traitement de l'information du signal qui se fait plus vite. Certains vont mettre 400 millisecondes, et 400 millisecondes, et les autres 200 millisecondes. C'est-à-dire qu'on a une fourchette là qui permet de renverser un peu la tendance. Je suis assez rapide, mais pas le plus rapide quand c'est connu. Mais j'ai ma façon de traiter ma relation à l'espace, à prendre la bonne direction, à trouver le bon appui au bon moment, qui va me permettre de gagner quand même. Alors c'est quoi? Comment ça a été mesuré? C'est des outils assez compliqués en fait. Ça a été fait avec des écrans vidéo qui apparaissent en fonction du pied. Parce qu'en fait, avec les lumières, ça marche, mais ça ne se transfère pas au jeu. Alors ils ont dit, bon, on va mettre des vidéos parce que ça sera plus écologique. Donc ils se sont rendus compte que le temps de décision, en fait, c'est le joueur qui simule l'adversité, pose un pied. Et moi, quand je pose le pied qui correspond à la direction, j'ai le temps. J'ai le delta temps qui correspond à combien j'ai mis de temps pour décider de la direction. Et on voit que là, il y a un impact. Et alors, chose assez surprenante, c'est qu'on se rend compte maintenant que les gardiens de but au water-polo, ils fonctionnent comme ça. Dans les super équipes mondiales, ils ont des écrans vidéo qui sont avec des lanceurs de balles, en fait, etc. Et ils doivent travailler sur des incertitudes. Sur de la prise de décision. Voilà. Et ils travaillent comme ça. Alors, il y a un autre cas typique qui concerne un footballeur, le gardien d'Arsenal, je crois qu'il est un Tchèque, je crois qu'il y est encore. Il est en fin de carrière. Je ne sais plus trop le nom, Sdok, je ne suis pas sûr de la prononciation. Okay. Et alors lui, il avait une façon très originale de s'entraîner. Donc c'était pour gérer les pénaltys, donc une activité qu'on pourrait dire planifiée, mais avec quand même une incertitude, c'est qu'il ne sait pas trop où la balle va arriver. Et alors il avait mis tout un tas d'objets entre le point de frappe et le point de la ligne de but, quoi.
Et la balle était frappée plutôt à terre, etc., avec des obstacles. Alors, elle mettait n'importe quoi comme obstacle, et lui, il voulait s'entraîner à réagir le plus vite possible. Voilà un petit peu, c'est sa théorie. Et ça fonctionnait, ça fonctionne. On peut imaginer. Donc on revient sur la variabilité, donc sur bousculer le système nerveux, on en est là, bousculer le système nerveux, pour qu'il apprenne, il faut le choquer. Il faut choquer le système nerveux, sinon il n'apprend pas. Donc ce n'est pas par la répétition que vous allez faire des gains d'apprentissage ou des gains de contrôle, c'est en bousculant le système nerveux. Donc voilà comment on peut imaginer ça. Alors comment ça marche? Ben, le mieux, ben, c'est de gagner en agilité active. Il n'y a pas photo, là, il y a plein de manips faites par Shawashi, tout un tas de chercheurs. Les jeux dirigés, les jeux réduits, en jeu réduit, 2-2, 3-3, 3 contre 4, 4 contre 3, etc., donnent des gains d'agilité planifiés, moins importants que si c'était planifié, mais ils en donnent quand même, mais surtout, ils donnent des gains d'agilité réactive. C'est-à-dire que par les jeux réduits, qui étaient sous-utilisés en France, c'est une catastrophe. On aurait dû en sport collectif faire un impact beaucoup plus important des jeux réduits. On aurait peut-être gagné un peu moins en vitesse linéaire, peut-être, mais on aurait tellement gagné en agilité active, être capable de faire face à l'imprévu. On aurait en même temps fait des gains d'agilité réactive et on aurait eu des meilleurs joueurs. Ce qui est la finalité du processus. Donc, des fois, on fait des choses tellement abstraites qu'elles ne se transfèrent pas aux situations de jeu. Les lumières, c'est un bon exercice, mais ça se transfère assez peu. Il faut trouver des formes écologiques. Et la vraie forme écologique, en fait, c'est quoi? C'est le match. C'est le match. C'est le jeu. Donc, c'est pour ça, en sport co, vous ne pouvez pas faire des gains de performance sans passer par des matchs amicaux. C'est impensable. Vous ne pouvez pas être performant pour une compétition mondiale européenne si vous ne passez pas par des matchs amicaux, parce que les matchs amicaux vont vous recalibrer un peu tout ça. Donc voilà un petit peu, il faut donc faire un plus grand usage des small-sided games, réduire un peu le travail qu'on fait en agilité planifiée, parce qu'il est important, il permet de consolider des gains, ça, mais en fait, il ne faut pas s'attarder trop là-dessus. Il faut revenir aux sources, aux intentions de jeu, à tous ces aspects-là. Et sur quoi on va mettre l'attention? L'intention donne l'attention. C'est-à-dire, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, mais je mets un peu plus d'attention pour faire ce que j'ai à faire, et je vais jouer un peu mieux. Voilà un petit peu les pistes sur lesquelles il faut aller. Des pistes qualitatives. Merci Bernard pour cette leçon de finalement, bien au-delà de l'agilité, c'est de la question de transfert dont il a été vraiment sujet, avec vraiment cette notion d'engagement, de qualité et de spécificité dans l'approche. On le dit assez souvent sur ce canapé en tout cas. Merci énormément de venir partager tout ça avec nous, Bernard. Merci à toi. Très rapidement, je présente deux ouvrages qui me paraissent très importants. Alors, la plupart des gens qui nous écoutent et qui nous regardent connaissent la prépa physique basket, qui est un livre qui est largement répandu maintenant, écrit par Franck Kuhn, Guillaume Vetta et toi, Bernard Gros-Georges. Et un livre un tout petit peu moins connu et qui mériterait vraiment d'être lu, c'est cet ouvrage incroyable, L'agilité dans les sports collectifs, que tu as écrit, j'en parlais en introduction avec Stevie Farsi, qui reprend tout ce qu'on se dit depuis une demi-heure, là, tout à la fois en termes de science, mais surtout de sciences appliquées au terrain, avec des recettes, de l'évaluation à l'entraînement de manière extrêmement concrète et sans langue de bois. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci encore Bernard et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. On va même un peu plus loin dans ce qu'on a dit aujourd'hui. On va un petit peu plus loin de ce qu'il y a décrit dans le livre. Dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on met un petit peu à jour parce que ce livre a déjà c'est un passage obligé, on va dire. 2 ou 3 ans, voilà. mais ça complétera bien en tout cas. Oui. À très bientôt. Merci.